Commencer par revenir sur les causes de cette catastrophe, car question SMS, question Internet d'un téléspectateur de C'est dans l'air, la thèse du complot russe circule-t-elle en Pologne et peut-elle avoir la moindre crédibilité compte tenu des circonstances? Michel Polaco, il y a eu d'emblée des interrogations sur un éventuel attentat, menace directe contre cet avion. Tout est toujours possible, mais il faut reconnaître que les éléments qu'on possède depuis très tôt, très vite, samedi matin en tout début de matinée, conversation entre l'équipage et la tour de contrôle, conversation entre l'équipage et le centre de contrôle russe en route, les conditions précises dans lesquelles s'est produit l'accident, c'est-à-dire tentative d'atterrissage une fois, une deuxième fois, peut-être d'autres fois, il y a des petits doutes là-dessus, la manière dont s'est passé l'accident. Ce sont des manières qui rappellent parfaitement ce qu'est un accident et pas un attentat. Mais attendez, vous nous avez expliqué très souvent ici comment fonctionnait un avion moderne. C'était peut-être le cas du Tupolev. Avant qu'on revienne d'ailleurs sur cet appareil lui-même. Il y a tout de même une dimension, c'est que quand on atterrit dans le brouillard, tous les appareils le font dans beaucoup de pays au monde, on est guidé par de l'électronique. Comment se fait-il que cet avion, après 2 tentatives, 3 tentatives, se soit écrasé, alors même que normalement il aurait dû être guidé électroniquement ? Parce que ce terrain d'aviation, qui est un vieux terrain militaire soviétique, qui est encore utilisé, est extrêmement mal équipé pour du vol aux instruments, c'est-à-dire pour des approches par très mauvais temps. Il ne permet pas des approches qu'on appelle des approches de précision. Il est équipé avec des matériels qui sont insuffisants. Et il se trouve qu'en plus, l'avion lui-même est un avion ancien, qui n'est pas équipé non plus avec des systèmes très modernes, qu'on trouve même maintenant sur des avions privés, des petits avions. Mais il se trouve que c'est un avion des années 60-70. Et qu'il n'est pas équipé de ce matériel. Enfin, il faut que l'équipage lui-même soit qualifié et expérimenté pour effectuer ce genre de vol. Or, n'ayant pas le matériel, n'étant pas sur un aérodrome équipé, ils n'avaient pas non plus probablement la bonne expérience. Néanmoins, ils ont fait plusieurs tentatives, parce que c'est le mal de l'aviation et le mal des pilotes. La mission, c'est de se poser, et le fait de remettre les gaz ou le fait de se dérouter, c'est toujours un échec. Donc, c'est le problème de facteurs humains des aviateurs. Alors, il y a quelles que soient les causes, il y a peut-être des causes derrière ça. Il y a plusieurs questions qui se posent. La première, en particulier, c'est de savoir comment, maintenant la Pologne est un petit peu plus moderne qu'autrefois, comment ça se fait qu'un avion présidentiel avec une telle délégation à bord ait pu être un avion presque obsolète, si on vous entend bien. Parce que le gouvernement polonais possède, comme tous les gouvernements de tous les pays, du matériel, et il se trouve que les Polonais ont 2 Tupolev 154M qui sont des avions des années 80. Enfin, c'est des modèles des années 60, un peu modernisés dans les années 80. Ce sont des vieux avions avec un équipement de bord qui date de cette époque-là. On n'a pas pu le moderniser. Ils n'ont pas de sous. Si vous voulez leur payer, ils seront très contents. Si vous offrez un Falcon 7X ou si vous offrez un Airbus 330 comme le président Sarkozy ou un Airbus 319, ils seront très contents. Ou un Air Force One ou un Air Force 2, ils seront très contents. Mais bon, voilà, il se trouve que les Polonais n'affrètent pas d'avions civils à la LOT. Ils auraient pu le faire. C'est une compagnie moderne qui s'est équipée maintenant avec des avions modernes, la compagnie nationale polonaise. Donc ils utilisent les avions du gouvernement, les avions de l'armée polonaise. C'est des vieux Tagazu, c'est franchement des avions dépassés, quoi. Voilà, c'est tout. Alors c'est pas grave, on peut s'en servir, sauf qu'il faut pas essayer de faire avec des choses qui vont pas. Et alors, là, le terrain va pas, l'avion va pas, et l'équipage fait pas ce qu'il faut. Oui, mais alors peut-être qu'on l'a forcé, je ne sais pas. Vous dites qu'il faut pas s'en servir comme avec voilà, pour faire ça et comme un avion ultra moderne. Alors autre question qui a surgi pendant le week-end. Est-ce que vous pensez que le président Leszczynski aurait pu donner pour ordre à son commandant de bord absolument de se poser? Les boîtes noires nous diront si dans le cockpit il y a des conversations qui relatent quelque chose de ce genre-là, entre un membre de l'état-major, le président ou des gens de la suite du président, donnant un ordre à l'équipage. Mais de toute façon, si vous voulez, il y avait un authentique problème. Ce vol, c'était un vol qui devait permettre dans la journée de faire Varsovie-Smolensk, Varsovie. Aller-retour dans la journée pour cette cérémonie. Si l'avion s'était dérouté à Moscou ou à Minsk en Biélorussie, 400 km d'un côté, 300 km de l'autre. Ça voulait dire qu'il fallait organiser toute une suite de convois, de cars, de voitures, de trucs, de machins. Cette journée était foutue. Donc il est bien évident qu'il devait y avoir une très forte pression dans l'avion pour que l'avion se pose, que l'équipage, sans doute, même sans qu'on vienne lui faire une forte pression, a dû vouloir montrer qu'il était bien capable de le faire. Enfin là, il s'agit foutu pour foutu, pardonnez-moi. Quelquefois là, la ça journée passe. était foutue. Mais quelquefois ça passe.
Voilà. On est dans un cas de déviation par rapport à des règles. Il y a des normes internationales. Elles n'ont pas été respectées dans cette affaire. Je reviens à la personnalité même du président Lechinsky. On raconte, ce sont des faits avérés, qu'une première fois, en Géorgie, il a insisté pour que le commandant de bord se pose, alors que le commandant ne voulait pas. Et il aurait sanctionné. Et il aurait viré le pilote. Voilà. Est-ce que ça peut expliquer cette catastrophe? Ça peut arriver, ça peut expliquer cette catastrophe, et ça nous rappelle que nous, on a de la chance de vivre dans des pays où il y a des syndicats de pilotes, où il y a, même dans les armées, des règles et des organisations. Mais oui, mais les pilotes militaires, ils répondent aussi à des organisations. Il y a des organisations dans l'armée, et si on force un pilote militaire à faire quelque chose en France, d'abord, il a le pouvoir de refuser, et deuxièmement, c'est qui le mettra à bord? C'est qui le mettra à bord? C'est le commandant de bord. C'est le commandant de bord, c'est le seul maître après Dieu. Il est plus puissant que tous les passagers, il est plus puissant que les gens qui sont dans la tour de contrôle, il est plus puissant que les gens qui sont dans le centre contrôle en route, et il est même plus puissant que ces patrons qu'il peut avoir en liaison radio. C'est le patron. C'est sa vie qui est dedans, faut pas l'oublier. Il est toujours à bord, le commandant de bord, c'est sa vie qui est dedans, c'est ses passagers, c'est sa compagnie, c'est son pays, c'est tout ça. Il est responsable de tout ça. En principe, il fait attention. Le président de la Bulgarie, je crois, a décidé de suspendre l'utilisation d'un appareil identique. Oui, il a bien fait. Non, enfin, s'il a bien fait, il ferait mieux d'en changer, mais cela dit, ça change pas grand-chose. Vous savez, encore une fois, quand il y a un temps de brouillard épais, le problème est posé pour toutes les compagnies. Des déviations dans ce genre-là, il y en a. Et il y en a dans le monde civil, et il y en a dans des pays modernes. Il faut savoir, à partir du moment où on n'a pas les conditions réunies pour faire un vol, il faut savoir l'interrompre, il faut savoir se dérouter, il faut savoir remettre les gaz et repartir. Et c'est vrai que l'être humain a du mal, surtout s'il y a de la pression derrière. Alors, quelles sont les procédures en France ou les règles à propos du vol sur un même avion des autorités politiques, celles qui ont l'exécutif en l'occurrence et qui se le répartissent en cas d'accident, des autorités militaires? Est-ce qu'il y a des règles très précises? Alors, il y a déjà une règle, vous savez que Parce que là, c'est toute la Pologne politique qui est capitale. Le président du Sénat et le président de la République, en France, doivent éviter de se mettre dans des situations comparables de risque. C'est pas obligatoirement l'avion, ça peut être le bateau, ça peut être l'automobile, ça peut être des tas de choses. Le président de la République est systématiquement remplacé par le président du Sénat s'il est défaillant. Donc ça, c'est une règle qui correspond à une nécessité constitutionnelle. Mais le Premier ministre... Après, il y a des règles qui sont plus ou moins écrites et qui sont plutôt des usages d'ailleurs. Après, il y a des usages. Mais cela dit, on peut très bien faire voyager Nicolas Sarkozy et François Fillon dans le même avion ou dans le même bateau. Ils évitent quand même? À ma connaissance, non. Vous savez, on est quand même dans un monde sûr. On n'est pas dans un monde de risque permanent. À la limite, il y a plus de risques qu'ils soient détruits par une bombe dans un attentat à un endroit où ils sont rassemblés pour une cérémonie ou quelque chose comme ça, que d'être victimes ensemble d'un accident d'avion, de bateau ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des règles pour le chef d'état-major des armées? Oui, il vole. Le chef d'état-major des armées vole très régulièrement avec le président de la République qui est chef des armées, par exemple. Et ça arrive que tous les chefs d'état-major soient dans le même avion. Et dans ce cas-là, il a un second qui peut suppléer immédiatement s'il y a un problème. Le chef d'un état-major, il a un état-major. Donc, si vous voulez, c'est toujours triste de perdre la tête, mais il faut quand même pas oublier qu'il reste tout le corps. C'est très gentil de dire ça, mais heureusement que le monde ne s'arrête pas de tourner quand une seule personne disparaît. Alors, Madame Stipulkowska, évidemment, on dit, on s'est intéressé à cette hypothèse d'un attentat et même d'un complot russe, mais ce n'est pas simplement une hypothèse lancée depuis Paris. Vous-même, vous m'avez dit que dès que vous avez eu connaissance de cet accident, eh bien, vous avez pensé aussi au risque d'un attentat. Écoutez, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu fou et dès qu'un avion tombe, on a tendance à imaginer le pire, à savoir la thèse de l'attentat. Maintenant, si on y réfléchit bien 2 minutes après, avec tout ce qui a précédé l'accident, à savoir la préparation politique de cette commémoration de Katyń, avec les visites des officiels, la visite en particulier du Premier ministre Tusk, auprès de Vladimir Poutine, en préparation du voyage du président de la République, il va de soi que ce n'était pas du tout dans cette optique-là et que les mauvaises langues, on a entendu circuler ça effectivement en Pologne dès les premières heures. Ah oui, c'est un attentat, c'est encore les Russes. Mais je pense que très très vite, comme l'a fort justement dit Michel Polaco, ce sont des bruits qui ont été assez rapidement dispersés, même si une certaine
classe une certaine fraction de la population par anti-russisme, si je puis dire, viscéral, qui malheureusement sévit en Pologne, continuera à le penser. Le président Kaczynski était quand même connu pour avoir tenu tête dans plusieurs bras de fer à Poutine, à Medvedev, aux Russes. Écoutez, oui, mais je pense que le président Lech Kaczynski était quelqu'un qui était un éminent patriote. C'est sans doute à cela qui passera dans la postérité.